Vous avez toujours rêvé de faire ce genre de choses? Et si aujourd'hui, on parlait des astuces pour devenir un meilleur tricoteur? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, c'est Christelle Nioul, Cristal LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Ce ne sera pas un podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de comment devenir un meilleur tricoteur. Alors, en préambule, d'abord, je tenais à vous dire merci. Je tenais à dire merci aux personnes qui me suivent, aux nouvelles personnes qui me suivent, qui ont débarqué sur la chaîne, grâce à d'autres personnes qui ont parlé de moi dans leur podcast. Elles se reconnaîtront. Ça me fait énormément plaisir. Ça me fait plaisir de constater qu'en fait, ma chaîne vous intéresse parce que j'essaye d'aborder le tricot d'une autre manière, d'un point de vue historique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue éthique. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que moi, je suis une spécialisée en allaitement maternel depuis très longtemps. C'était déjà quelque chose que je faisais dans ma spécialisation à l'époque et j'essaye de transposer ça au tricot parce que pour moi, le tricot est un art de femme, pas que de femme, hein, n'est-ce pas? Celui qui me regarde ou ceux qui me regardent, parce que je sais qu'il y a des hommes qui me regardent, mais je pense que c'est un savoir-faire et un art à mettre en avant et pas que d'un point de vue perspective, économie, budget, art de grand-mère, mais vraiment comme quelque chose qui peut avoir une importance au niveau sociétal, au niveau éthique, au niveau de notre démarche, notre façon de voir les choses. Voilà, j'ai fini avec mon petit préambule, donc on va en passer au sujet principal de la vidéo, qui est en fait comment devenir un meilleur tricoteur. Comment devenir un meilleur tricoteur? Est-ce que devenir un meilleur tricoteur, c'est le fait de faire des kilomètres de point mousse? Est-ce que c'est tricoter, 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 tricoter? Ou est-ce que c'est acheter les dernières aiguilles à la mode, les dernières aiguilles super géniales à 40 €, je parle de signature, parce que bon, c'est quand même une marque que j'utilise, mais voilà, je vais parler de celle-là parce que c'est quand même la Rolls de l'aiguille. Est-ce que c'est vraiment le dernier kit à la mode? Tous les gadgets qu'il existe autour du tricot? Ou est-ce que c'est autre chose qui va vous faire devenir un meilleur tricoteur? Et en effet, bien entendu, me voyez venir, ce n'est pas que le matériel super hype à la mode et super cher, même si c'est utile et même si on peut y trouver du plaisir, on peut y trouver de l'utilité. Personnellement, j'utilise les signatures parce que c'est mon métier et que ça tient plus longtemps la route qu'une autre paire d'aiguilles. Eh bien, c'est pas de ça qui va faire de vous un meilleur tricoteur et on va voir tout de suite pourquoi. Première astuce. Vous voyez celui-ci? Voilà. Ça, pour moi, c'est un châle que un débutant, regardez un peu la vidéo sur Êtes-vous un débutant au tricot? Un débutant qui n'a pas froid aux yeux peut faire. Et pourquoi? Parce qu'une des choses, c'est une des premières astuces que je vous conseille, c'est d'abord de sortir de votre zone de confort. Est-ce que faire des kilomètres d'un point particulier, point mousse, jersey, côte, va vous faire de vous un meilleur tricoteur? Eh bien non. En fait, c'est l'appréhension des nouvelles techniques qui vont faire de vous un meilleur tricoteur. C'est le fait de pouvoir aborder 56 000 façons différentes de faire un jeté-jeté tricoté, de faire, des nouveaux rabats, de faire des nouveaux montages, d'appréhender des nouveaux patrons, de se lancer dans des techniques qu'on ne connaît pas, de se lancer avec des designers qu'on ne connaît pas. C'est ça qui va vous faire avancer. Ce n'est pas parce que vous allez faire 25 châles en point mousse que vous allez être un meilleur tricoteur. C'est faux. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fait d'appréhender des nouvelles techniques. Alors, à votre rythme, vous n'êtes pas obligé de devenir un boulimique de la nouvelle technique, parce qu'il y a des boulimiques de la nouvelle technique. J'en suis une, j'adore ça. C'est un truc qui me fait kiffer d'apprendre des trucs. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par là. Ça peut être une nouvelle technique tous les mois, une nouvelle technique tous les ans. Peu importe, mais c'est ça qui va vous faire avancer parce que si vous tournez toujours en rond dans votre zone de confort, vous ne deviendrez jamais un meilleur tricoteur. C'est quelque chose que vous devez vous dire. C'est est-ce que vous avez envie de devenir un bon tricoteur, un expert tricot? Alors, j'aime pas ce terme-là, bref, un meilleur tricoteur, peaufiner vos projets, peaufiner vos finitions, avoir quelque chose qui soit tellement beau que les gens soient waouh, faire l'effet waouh. Vous voyez un peu la différence entre le fait main et l'effet waouh, entre l'artisanat moyen et l'artiste. Voilà, c'est important de sortir de sa zone de confort. Deuxième astuce,
apprenez à lire votre tricot. Apprenez à comprendre la structure d'une maille. Comprenez comment se fait une maille en droit, la boucle, comment se fait la maille en vert, la petite bosse. Reconnaissez, apprendre à reconnaître la petite bosse comme ici, hein, par exemple. Apprenez à reconnaître la maille en vert, la maille en droit. Apprenez à lire que ça, par exemple, alors je suis désolée, mais mes oiseaux sont infernaux, ils crient en permanence, pourtant je suis à l'étage, donc vous les entendrez probablement en fond. Donc je disais, apprenez à lire ici, par exemple, que vous avez 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit ensemble, un jeté, jeté, tricoté. Donc tout ça, apprenez à décortiquer la structure de votre tricot, la texture, lire là où il y a des jetés, lire là où il y a des torsades, là où c'est 5 mailles croisées, ou c'est 2 mailles croisées, ou c'est, une dentelle estonienne, ou ce genre de choses. Si vous apprenez vraiment, vraiment à plonger et à comprendre la structure de votre tricot, ça va vous aider par le futur. Ça va vraiment vous aider à défaire si vous avez fait des erreurs. Ça va vous permettre d'adapter si nécessaire. Ça va vous permettre de vraiment relever et corriger sans devoir défaire 25 rangs. Donc, c'est vraiment très important. Et en fait, les très bons tricoteurs, vraiment les bons tricoteurs sont des gens qui savent lire leur tricot. Ils savent vous dire, ah ben ça c'est comme ça c'est comme ça, c'est dans tel sens, c'est dans tel sens. Ça c'est une double diminution, ça c'est une diminution à droite, ça c'est une augmentation, ça c'est une augmentation de tel type au barré, maille envers, maille intercalaire, augmentation intercalaire, etc. Donc c'est ça qui fait la différence entre un bon tricoteur, quelqu'un qui est vraiment qui cherche à aller de l'avant et quelqu'un qui est un tricoteur moyen. C'est pas une question de niveau, pouvez être un bon tricoteur en étant intermédiaire, sans être un expert tricot. Donc apprenez à lire votre tricot, c'est fondamental. Une chose que j'ai oublié de vous dire en disant de lire votre tricot, c'est qu'en faisant votre tricot, ça vous aidera fortement pour apprendre à compter vos augmentations, par exemple. Ben, vous saurez, par exemple, si vous savez lire votre tricot, vous êtes en train de faire un raglan. Donc le raglan, c'est quand il y a des augmentations ici et des augmentations ici. Vous savez dire, ah ben j'ai fait une augmentation là, une là, une là, une là, une là, eh ben j'ai fait X rangs. Donc ça vous aide, ça ce sont des points de repère pour vous aider à lire votre tricot et à dire bah, je suis à X rangs. Ça vous aide à compter plus vite parce que si vous savez que vous faites une augmentation tous les 4 rangs, ben, vous avez 3 augmentations, vous avez 12 rangs, plutôt que de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà vraiment pourquoi c'est important d'apprendre à lire votre tricot. Alors, autre chose, qu'est-ce qui fait reconnaître un bon tricoteur d'un tricoteur moyen? La tension du tricot. Alors la tension, elle vient avec la pratique, la pratique, la pratique et la pratique, mais pas que. Quand vous commencez à tricoter, alors vous avez tendance à prendre et à faire des grands gestes. Vraiment, une des choses qui est fondamentale à apprendre quand on tricote, c'est de minimiser le plus possible les gestes, de faire le moins de mouvements possible qui puissent déformer les mailles, parce que en déformant les mailles, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez distendre la maille et vous n'aurez pas une tension régulière. Donc, vraiment, minimisez vos gestes. Collez vos coudes à votre corps. Bougez que vos mains ou que vos doigts en fonction de la technique que vous utilisez. Rapprochez le plus possible les mailles de la pointe, de manière à ce que vous n'ayez à faire que ceci. Voyez mon doigt. Quand moi je tricote, en fait, mon doigt il fait ça. Juste ça, pour faire glisser, faire tomber la maille de l'aiguille, de manière à ce que, en fait, je tricote, mais vraiment en pointe d'aiguille et je fais hop et la maille tombe. Et donc en faisant ça, d'abord, je gagne du temps parce que je minimise mes gestes et minimise la distance entre la maille et l'aiguille, mais en plus, ben, je garde toujours la même tension, j'élargis pas mes mailles. 4e astuce, ça c'est un petit tips tout rapide. Je vous ai déjà parlé de la laine et du fait que quand on fait une laine tordue, donc qu'est-ce qu'on fait pour avoir un fil de laine? C'est on étire la fibre pour pouvoir en faire un fil, ça s'appelle le fil célibataire, et après on retord avec 2 fils célibataires, 4 fils célibataires, 3 fils célibataires, enfin on appelle ça des brins, et vous aurez un fil. Il y a des fils qui sont très retordus, notamment des fils comme de la double knitting, de la decay, ça existe que pour les pulls hommes, par exemple, moi c'est quelque chose que j'utilise, vous avez de la
high twisted. Alors, c'est de la laine qui est très retordue, qui a donc énormément d'énergie qui contre l'énergie du fil. Si vous voulez, on file dans un sens qu'on appelle en Z, et pour contrebalancer le fil, on file en S. Donc, on va avoir un fil équilibré. Par exemple, ici, j'ai un fil du commerce qui est un fil langue. Ce fil, vous voyez, il ne part pas dans tous les sens. Pourtant, il y a plusieurs brins, mais en fait, on a réussi à équilibrer la tension de telle manière à ce que le fil soit droit. Si votre fil n'est pas droit, s'il est trop tordu, par exemple, eh bien, vous allez avoir un tricot qui biaise. C'est un effet, ça peut être un effet dont on se sert, notamment pour faire quelque chose, une pièce biaisée. Si vous voulez tricoter une pièce normale, vous n'avez pas envie de cet effet qui part vers la droite ou vers la gauche, d'avoir un effet biaisé. Donc ça peut être un effet volontaire, mais majoritairement, ce n'est pas un effet volontaire. Donc surtout dans le cas des laines du commerce ou quand vous faites des cakes, donc quand vous faites votre pelote sur un cône, sur un... Allez, comment est-ce qu'on appelle ça en français? Un... Zut, un bobinoir, voilà. Quand vous faites vos plots sur un bobinoir, vous allez tourner dans un sens. Quand vous allez tricoter, ben vous ne détwistez pas votre laine d'une certaine manière. Vous allez la tricoter comme elle vient. Et donc, vous avez votre pelote ici, voilà, vous avez votre fil. Et on a tendance à prendre l'intérieur du fil. Le problème de prendre l'intérieur du fil, je ne sais pas si vous voyez, en fait, comme on a une toute petite circonférence à l'intérieur, puis ça devient de plus en plus gros, ce qui se passe, c'est que ça twiste le fil. Et donc, la torsion est légère, mais ça a un impact. Donc, vous allez avoir un effet légèrement biaisé à tricoter vers l'intérieur du fil. Donc, moi, je vous conseille, surtout quand on part de plot du commerce ou que l'on part sur des cakes, de prendre l'extérieur de la plot et pas l'intérieur. Ou alors, vous faites une pelote vous-même à la main, vous n'aurez pas cette notion de tension et qui est particulièrement vraie sur des fils qui sont fortement twistés. Vous aurez cet effet de tension et de torsion et de biaisage qui va être plus important de ce côté-là. Qu'est-ce qui fait la différence aussi entre un bon tricoteur, un meilleur tricoteur que quelqu'un qui est un tricoteur moyen? C'est le choix du fil. Quand vous faites une pièce, c'est important de choisir le fil. Regardez le projet, comment il a été fait. Est-ce qu'il a été fait en soie, en coton, en lin, en chanvre, en laine? Est-ce que la laine est super wash? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'on a utilisé un fil célibataire ou un fil twisté? Le fait d'analyser le fil qui a été utilisé vous permettra de pouvoir substituer la laine et d'utiliser le fil le plus adéquat possible. Donc ça, c'est le sujet d'une vidéo que je vais faire prochainement. Je l'ai déjà abordé une fois, mais j'ai décidé de la retravailler parce que je pense que c'est important de reparler, surtout quand on parle de budget, de pouvoir apprendre à substituer les laines. Le fait de choisir le fil le plus adéquat possible et le plus proche possible du résultat que vous attendez, rien ne vous empêche de dire, par exemple, j'ai envie de faire un knit au fude et je veux le faire en soie alors qu'il n'a pas été tricoté en soie. Pourquoi pas? Parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait autrement que dans un film, et il y a de la dentelle, etc. Rien ne vous empêche, quand on arrive à un certain niveau, on peut choisir de volontairement basculer à autre chose et de basculer à un autre fil. Mais apprenez à comprendre votre fil, comprendre la composition, comprendre la matière, s'il est superwash, s'il ne l'est pas, quel impact ça va avoir sur votre tricot. Le fait de savoir qu'un superwash a par exemple a une tendance à s'étendre beaucoup plus parce que la fibre a été travaillée chimiquement, c'est important à savoir parce que vous aurez un résultat beaucoup plus satisfaisant et ce sera quelque chose qui fera comprendre que vous êtes un bon tricoteur. Apprenez à choisir judicieusement vos couleurs. Par exemple, ici, le châle que je vous ai montré juste au début, ceci, eh bien, j'ai eu le choix entre ceci, en fait, c'est deux fils de violet mélangé, lilas-violet mélangé, pas tout à fait les mêmes couleurs. J'avais un peu peur du résultat, mais en fait, le fini est très fondu et un peu chiné sans qu'on le voit trop. Eh bien, j'avais le choix avec un fil varié. Et là, c'est là qu'on se dit, est-ce que c'est judicieux d'utiliser un fil varié quand on a une dentelle? Alors, il y a du point mousse, pourquoi pas sur le point mousse, mais comment on a une dentelle comme ceci, est-ce que ça va être judicieux d'utiliser un fil varié? Alors, il faut savoir que si vous utilisez un fil varié, vous ne verrez pas tout le travail qu'il y a ici, par exemple, sur la bordure. Vous ne verrez pas les noppes. Donc, choisir les couleurs judicieusement, solides, semi-solides ou variées, en fonction du projet que vous utilisez. Par exemple, les torsades
ou sur les torsades, la texture, tout ce qui est maille glissée va peut-être moins bien se voir sur un fil varié. Quoique, par exemple, le cas du la maille glissée, ce qu'on appelle le linen stitch, donc le point de lin, peut avoir un effet très, très sympa sur un fil très varié. Donc il y a voilà, c'est à réfléchir quel est le point à utiliser pour pouvoir choisir la couleur. Alors ici, on parle de tonalité, on parle de fil uni, semi-uni ou varié, mais il y a aussi la couleur en soi. Est-ce que un point comme ceci de dentelle va donner de la même manière sur du blanc que sur un gris foncé? Donc réfléchissez, par exemple, moi je trouve que, tout ce qui est texture, torsade, point de gansset, dentelle rend tellement mieux sur un point sur une couleur très claire, non seulement en photo, parce que moi l'important c'est aussi qu'on voit les photos, mais aussi à porter. On verra beaucoup plus le travail sur un fil blanc, sur un fil de ou un varié de blanc que sur un noir. Donc le choix de la couleur, réfléchissez-y, c'est important. J'ai des boîtes à marqueurs ici. Utilisez des marqueurs. Utilisez des marqueurs pour tout. Si vous ne savez pas super bien lire votre tricot, ou si vous avez des multiples répétitions compliquées, ou si vous avez un pull que vous devez diminuer de manière régulière et que vous avez du mal à repérer les diminutions, parce que quelquefois quand il y a du mohair c'est compliqué, ou de l'alpaga c'est compliqué, utilisez des marqueurs. Marqueurs fixes, comme ceux-ci, ou des marqueurs amovibles, pour marquer là où vous avez vos diminutions, pour marquer un endroit, bêtement l'endroit du point mousse, parce que le point mousse, c'est difficile de savoir quel est l'endroit, quel est l'envers, parce que ça se ressemble très fort. Donc, utilisez un marqueur amovible pour marquer l'envers de votre point mousse, ainsi vous savez dans quel côté vous vous trouvez. Utilisez des marqueurs pour vos répétitions. Plus vous en avez, utilisez généreusement des marqueurs, parce que je vous assure que ça fera la différence, parce que quand vous vous trompez, au moins vous savez où vous vous trompez. Si vous avez un grand châle comme celui-ci que j'ai fait, j'ai terminé avec 519, je ne sais plus combien de mailles exactement, mais plus de 500 mailles. Vous pensez bien, il y a une vingtaine de répétitions du motif, peut-être un peu plus, ici en bas. Si je me plante, j'ai peut-être pas envie de défaire tous les rangs. En plus, il y a du mohair dedans, vous imaginez un peu la galère à défaire. Au moins, vous allez repérer où est l'erreur. Et alors, hélas, c'est là qu'on en revient à si j'arrive à lire mon tricot, eh bien, je peux peut-être corriger juste ma répétition sans devoir tout défaire. Il m'est déjà arrivé de défaire des panneaux de torsade sans défaire tout le châle. Parce que je m'étais rendu compte que j'avais inversé une torsade, eh bien, j'ai défait en laissant, en marquant bien mes deux côtés, en mettant mes mailles en attente de chaque côté, ben, j'ai fait tomber mes mailles et j'ai remonté, j'ai retricoté. Donc, mettre des marqueurs, c'est fondamental. Quand vous êtes un débutant, c'est aussi fondamental de mettre ce qu'on appelle une ligne de vie, c'est-à-dire que vous allez passer un fil de couleurs contrastantes, suffisamment visibles, mais que vous n'allez pas tricoter dans les mailles. Donc vous allez passer ce fil de telle manière à ce que lorsque vous vous trompez, eh bien, vous allez n'avez qu'à défaire et vous n'allez pas défaire, vous retrouver à devoir défaire 20 rangs parce que vous vous êtes trompé et que subitement, ben là, votre maille, elle commence à filer et vous vous retrouvez 20 rangs après. Et en mettant un fil, une ligne de vie régulièrement, au moins, tous les X, ça dépend hein, de ce que vous faites, au moins vous avez un endroit où ça va s'arrêter, où ça ne va pas filer, et au moins vous savez vous repérer. C'est vraiment un conseil important. Mettez des marqueurs, mettez une ligne de vie, parce que cette ligne de vie, je vous assure, elle vous sauvera la vie. On va en revenir à un fondamental. Je ne sais plus à combien d'astuces on est. Faites des échantillons. Faites des échantillons. Ne vous passez pas de faire des échantillons. C'est vraiment important. Surtout si vous n'êtes pas un tricoteur très expérimenté, c'est vraiment important. Même les tricoteurs expérimentés doivent faire des échantillons. Bon, maintenant, quand on est quelqu'un qui est très expérimenté et qu'on utilise relativement toujours les mêmes laines, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un échantillon, on marque son échantillon en utilisant, en disant, ben, j'ai utilisé telle aiguille, telle pointe, telle technique, et il fait autant sur autant, et donc ça fait telle maille par 10 centimètres. Ça, c'est quelque chose qu'on fait, par exemple, quand on utilise toujours plus ou moins la même laine, plus ou moins les mêmes qualités. Pour finir, on connaît sa façon de travailler. Mais quand vous ne connaissez pas une laine, et pas que quand on ne connaît pas une laine, mais quand vous voulez faire un pull, faites un échantillon. C'est fondamental. C'est fondamental. J'ai déjà fait de vidéos, non seulement pour ne pas vous retrouver avec quelque chose qui est 10 fois trop grand ou 10 fois trop petit,
parce que ça va déterminer, mais ça va aussi vous montrer comment se comporte la laine. Lavez-le, bloquez-le pour savoir un peu comment ça se comporte. Ça va vous faire comprendre comment vous allez le tricoter, si vous allez tricoter ou pas, serrer, si vous devez utiliser des aiguilles en bois ou pas, quel est le ressenti que vous avez au niveau de l'échantillon, quel est le ressenti que vous avez au niveau de la laine. Est-ce que vous allez aimer tricoter cette laine-là? Pensez un peu, tricoter un pull dans une laine que vous appréciez absolument pas et que vous trouvez très pénible. Est-ce que vous allez garder cette joie de tricot à tricoter quelque chose que vous détestez? Franchement, ça va vous gâcher le plaisir, on est bien d'accord. Donc, faites un échantillon. Franchement, faites un échantillon. En plus, cet échantillon, si vous le faites dans les points préconisés, par exemple, on imagine un pull tout en torsade ou un pull tout en point de riz ou un pull tout en point de blé. Alors, je parle de ces 2 points-là parce que je les trouve très chiants à faire, très clairement. Eh bien, vous allez pouvoir expérimenter, l'apprentissage du point, parce que si c'est un point pas facile, ça vous permet de pouvoir visualiser, comprendre comment fonctionne le point sans être tout de suite dans votre projet terminé. Mais en plus, vous allez savoir si réellement vous aimez faire ce point-là. Parce que si vous n'aimez pas faire ce point-là et que vous devez vous taper une manche et 2 manches en point de riz, je vous assure, vous rigolerez pas. Parce que moi, ça, c'est un truc que je déteste. Je l'ai fait sur un pull de Brooklyn Tweed parce que c'était pour un ami. Mais je peux vous dire que j'ai pas rigolé, que je suis pas prête de recommencer parce que j'ai vraiment pas aimé ça, parce que c'était un point de riz. Et honnêtement, une maille en droit, une maille en vert, avec, vous imaginez les hommes, hein, les bras des hommes, eh bien, j'ai pas rigolé, ça m'a pas fait plaisir, avec des diminutions, être sûr que ça fonctionne, sur des petites circonférences. Ouais, j'ai pas trouvé ça très fun. Je savais ce que c'était pourtant le point de riz. Donc, faites des échantillons. J'ai donné toutes les raisons pour faire des échantillons, mais il y en a d'autres que je viens de vous citer pour appréhender la qualité, pour appréhender la façon dont ça se bloque, de la façon dont le tricot va se comporter, de la façon dont ça va rétrécir ou ça va s'agrandir, mais aussi si vous aimez tricoter. Alors attention, les échantillons, ils peuvent être menteurs. Et ça, je le dis et je le répète, c'est pas parce que vous allez tricoter un petit carré de 10 centimètres sur 10 centimètres que vous allez avoir un résultat tip top après. Parce qu'on a parfois des surprises sur un échantillon qui se comporte bien, parce que le poids de la laine, là, il est ridicule. Et puis, vous allez vous retrouver que, ben, quand vous avez fait un grand pull en point mousse, parce qu'ici c'est du point mousse, tout qu'on le fait, c'est beaucoup plus large que vous ne le pensiez. Mais c'est normal en fait, c'est parce que le poids est tel que sur un pull en XXL, le point mousse, ça va se distendre. Sur un petit carré en 10 centimètres, ça ne se distend pas. Donc, l'échantillon, il est important, mais prenez aussi, vérifiez régulièrement votre tricot pour voir si ça ne s'étend pas trop. Lavez et bloquez vos tricots pour finir vos tricots. Le nombre de fois que je vois des personnes qui ne bloquent pas leur tricot, je trouve ça affolant. J'en ai déjà parlé plus d'une fois. Ça ne donne pas un fini génial. Ça va, si vous avez une tension légèrement irrégulière, ça va vous permettre de récupérer les tensions un peu floues, les points un peu serrés, le jacquard pas tip top. Lavez votre tricot. C'est comme si vous sortiez de chez le coiffeur et qu'il n'avait pas fait votre brushing. C'est la même chose. Lavez et bloquez votre tricot. Et rentrez vos fils, s'il vous plaît. Parce que ça aussi, je le vois régulièrement. Ça, c'est ce qui va faire de vous un meilleur tricoteur. C'est ce qui va donner l'effet waouh à votre tricot. Croyez-moi. En plus, lavez votre tricot, vous allez voir comment il va évoluer, comment il se comporte en lavant votre échantillon aussi. Vous allez voir s'il y a un pourcentage si votre échantillon, par exemple, c'est de la superwash comme celle-ci que j'ai utilisée, par exemple, la superwash, en fait, on sait qu'elle n'a pas ce grip, si vous voulez. Donc, un fil de laine, c'est quoi? C'est un fil avec des poils et quand on regarde en microscope, c'est un poil avec des écailles. Et c'est ce qui fait qu'il y a une certaine tenue. Ces écailles, mais c'est ce qui fait que ça feutre aussi. J'ai fait une vidéo sur le feutrage. En fait, avec la superwash, on enlève ces écailles-là pour que ça ne feutre pas. Alors, ben, qu'est-ce qui se passe avec le superwash? C'est que ça ne garde plus les qualités de la laine en tant que telle, et donc ça devient tout mou. Et donc, quelquefois, on se retrouve avec un pull qui est comme le Père Noël est une ordure. Vous voyez un peu le Père Noël est une ordure et le pull qui ressemble à rien. Eh bien, parfois, ça fait ça, l'effet superwash. Quelquefois aussi, même, on a des surprises, ça devient plus petit. Donc, lavez vos échantillons. Lavez votre tricot, s'il vous plaît. Ça aussi, ça va donner un effet waouh. Et on passe du statut vaguement artisan et encore amateur à artiste. Finalisez vos côtes.
correctement. Ici, par exemple, regardez cet effet un peu manche puffy. En fait, moi, quand je fais des côtes, je n'utilise, sauf pour le corps, quand je veux un effet particulier, je n'utilise jamais le même numéro d'aiguille que le tricot. Parce que je trouve que des côtes serrées, c'est quand même beaucoup plus joli que des côtes qui sont très très loose. Alors, si je veux un effet loose, je me laisse, par exemple, et ça m'arrive régulièrement, les côtes au même numéro d'aiguille. Mais par contre, les manches, je descends de un numéro, voire 2 numéros pour avoir une manche, surtout quand elles sont longues, qui servent vraiment le poignet, parce que je trouve ça quand même beaucoup plus joli que celle-ci, vous voyez? Mais ça, c'est un pull très, très loose, voulu, hein, il est même trop grand parce que j'ai perdu du poids. Mais en fait, c'est quand même beaucoup plus joli quand vous avez un poignet bien serré par les côtes que quand c'est vraiment très loose et qu'on voit que ça fait pas fini. En fait, je trouve ça moins joli, donc descendez d'1 à 2 aiguilles. Et un petit truc aussi que je vous donne, c'est que moi, quand je fais de la pâte mouille et même quand je lave le tricot, je pousse mes côtes pour les rassembler, je les étire pas du tout. Et quand je fais à la pâte mouille, je ne passe pas sur mes côtes pour éviter d'aplatir mes côtes et pour ne pas les rendre plus molles qu'elles ne le sont déjà. Donc ça garde cette tonicité. Je bloque pas les côtes en fait. J'essaye de ne pas bloquer les côtes. Quand je fais des chaussettes, j'essaye de ne pas bloquer les côtes et quand je les lave, parce qu'il y a un certain moment, il faut quand même les laver les chaussettes, et beh, ce qui se passe, c'est que je rassemble les côtes en bloquant, si vous voulez. Je bloque à plat, mais je pousse les côtes pour qu'elles se resserrent le plus possible. En fait, donc je les tasse, si vous voulez, pour que ça se serre le plus possible, parce que je trouve ça plus joli et puis si ça se laisse trop aller, c'est moche, ça glisse, c'est pas joli, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à faire des côtes à un voire 2 numéros en dessous et au niveau du col, ça aussi, pourquoi pas. Et si vous trouvez que vous avez un col beaucoup trop lâche, n'hésitez pas à passer un léger fil élastique. On en trouve des fils très fins, notamment pour la bijouterie et pour quand on fait des perles. Vous passez un fil très fin dans les 2 premiers rangs de côtes pour resserrer un peu votre col. C'est comme ça que j'ai fait sur un lopi de mon mari, puis qui avait un col qui se distendait. Et bien, j'ai pris une aiguille à coudre et j'ai mis mon fil élastique sur l'aiguille à coudre et j'ai passé à l'intérieur des premières mailles du col et ça a resserré le col et c'était quand même beaucoup plus joli. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi. Prenez des notes quand vous tricotez. C'est important de prendre des notes sur PC, sur téléphone, sur papier, peu importe. Vous utilisez telle laine, notez votre aiguille, votre façon de faire, votre échantillon, l'échantillon que vous obtenez, les changements que vous avez faits. Prenez des notes parce que si vous avez envie de refaire ce patron, au moins vous aurez des traces. Et vous saurez, ben tiens, moi j'ai changé ça, j'ai plutôt fait ça comme ça ou que comme ça. Ça garde mémoire de ce que vous avez fait et que vous pouvez réappliquer par la suite et donc ça affine vos techniques tricot. Par exemple, moi le GGT par exemple, la diminution, ben je la fais pas tout à fait comme tout le monde, parce que je sais que c'est qu'on peut glisser de manière torse et ben moi je tricote par l'arrière par exemple pour, moins déformer les mailles. C'est quelque chose que j'avais noté. Quand je fais des diminutions, des adaptations, eh bien, je le note parce que je n'hésite pas à le noter parce que je sais que je m'en resservirai plus tard parce que c'est une technique que j'ai apprise, que j'ai adaptée et je vais m'en resservir plus tard. Assurez-vous que votre projet vous convient et vous va. Donc, essayez régulièrement votre projet, déjà de un. Et moi, un conseil que je donne, notamment particulièrement à mes testeuses, parce que souvent elles sont dans l'hésitation d'une taille ou l'autre, mais c'est valable pour vous aussi, eh bien, vous avez certainement un pull préféré dans lequel vous vous sentez super bien, que vous trouvez qui vous va bien. Vous posez ce pull, vous prenez les mesures de tour de poitrine, de tour de cou, d'auteur de manchure, de bas de corps, de hauteur de corps, de longueur de manche. Et si ce pull vous va tip top, vous pouvez appliquer ça à votre patron. Et vous pourrez choisir en fonction, parce que les designers en général mettent tour de poitrine de X, eh bien vous pouvez dire: «Ah ben tiens, cette fois-ci, moi, c'est pas dans un 38 que je vais rentrer, mais c'est plutôt dans un 36». Ou: «Ah tiens, cette taille 38, en fait, elle équivaut à une taille 3 chez le designer et je sais que ça va me fonctionner». Ou si vous avez des petits bras, eh bien vous dites: «Ah ben voilà, lui, il fait autant des diminutions tous les 10 rangs, ben moi je sais que j'ai 10 centimètres de moins que ce qu'il ne préconise, eh bien je ferai des diminutions tous les 5 rangs». Ou si vous avez des très grands bras, pareil. Si vous avez un petit corps, pareil. Donc n'hésitez pas, prenez un projet, un pull que vous avez tricoté ou un pull du commerce, peu importe, prenez les mesures dessus,
Parce que sur un mannequin, ça va pas être les mêmes choses. Même si vous l'essayez sur vous, ça va pas être les mêmes choses. Prenez quelque chose qui existe déjà, prenez les mesures et vous partirez sur quelque chose qui vous plaît et au moins vous aurez quelque chose que vous savez qui va vous aller. Voilà pour les astuces. Je pense qu'il y en a plus ou moins 10. Il me semble que vous ai dit, j'en ai peut-être dit 11 ou 9, je ne sais plus exactement. Je l'ai rencontré quand je montrais la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'en ai beaucoup des astuces. J'ai réfléchi un petit peu, mais je suis un peu, serrée par le temps, je vous avoue là, par Yarndale, donc mes vidéos sont un peu plus condensées que d'habitude. J'essaie qu'elles soient un peu plus condensées et un peu moins réfléchies que d'habitude. Il y a un peu moins de mes réflexions derrière, mais ça n'empêche que j'ai quand même envie de vous fournir quelque chose et de vous apporter quelque chose. Donc n'hésitez pas à apporter les astuces que vous avez envie d'apporter, des trucs que vous, en tant que tricoteur expérimenté, vous avez ou en tant que personne, qui appréhendait le tricot de manière assez «experte» entre guillemets, n'hésitez pas à mettre, vos astuces ici. Je trouve ça super sympa les commentaires. Alors j'ai énormément de commentaires les récemment, mais beaucoup quand je vous dis beaucoup, beaucoup, les derniers temps, ça table dans les 600-700 commentaires et comme en général, c'est pas des merci ou des pouces vers le haut, mais plutôt des commentaires qui sont longs. Il me faut du temps pour les lire et il me faut du temps pour y répondre. Donc ne vous étonnez pas si je ne vous réponds pas dans les 2-3 jours qui viennent. C'est normal. C'est parce que je prends le temps de les lire, je prends le temps de les comprendre, je prends le temps d'y répondre de manière la plus précise possible et la plus gentille possible. Quand il s'agit d'un super sympa, ben voilà, je mets merci, mais quand on me pose des questions, j'essaye de faire des recherches et de trouver. Donc ne vous étonnez pas si je ne réponds pas tout de suite. C'est normal. Je consacre pas énormément de temps à la réponse de commentaires sur YouTube parce que là, pour le moment, je vais préparer Yarndale. Je vous l'ai déjà dit, c'est un gros, gros salon pour moi et c'est une manière de pouvoir me présenter sur le marché britannique. Donc, je prends énormément de temps pour préparer ça. Ça m'a pris énormément de temps. La douane m'a pris la tête. Je ne vous raconte que de ça. Je vous en parlerai dans la vidéo prochaine. Je vous assure, c'était pas une partie de plaisir. Donc, j'ai perdu 4 jours de travail effectif pour rien. Mais bon, je vous expliquerai pourquoi. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Donc, ne vous étonnez pas si je prends du temps pour répondre pour les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, franchement, et répondre entre vous. Pourquoi pas? L'espace, il est ouvert et du moment que ça reste bienveillant, je trouve ça super sympa. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions de vidéos si vous avez envie que je fasse des vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter et à venir nous rejoindre sur Discord. Et ce sera à la semaine prochaine.